Donc, ce matin, on a le plaisir d'avoir le professeur Mohamed El Ibrahimi, qui est un collègue pneumologue de Casablanca au Maroc, qui est un membre actif au sein de l'Association de pneumologie du Maroc, l'AFMAPAT. Et donc, je suis très, très heureux de l'avoir avec nous. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'actualité dans le SAOS et à part des big data dans le suivi. Donc, Mohamed, la parole est à toi. Je demanderai à tous et chacun, s'il vous plaît, de fermer vos micros pour éviter le retour de son. Et Mohamed, la parole est à toi. Bon, merci les amis, merci Yves Tremblay, merci Thierry Lemarié de m'avoir convié à cette conférence dans le cadre des conférences internationales des doyens des facultés de médecine d'expression française en collaboration avec l'Agence universitaire de francophonie. Alors, je me présente, je suis Mohamed Ibrahimi, je suis pneumologue à Casablanca. Alors, les big data, quelle est la problématique? La problématique, c'est que le traitement par CPAP a pour but d'améliorer la qualité de vie et le contrôle des maladies cardiovasculaires et neurocognitives. Et l'Association américaine de médecine de sommeil recommande la CPAP comme traitement gold standard du SAOS. Ça se répète plusieurs fois, c'est le traitement gold standard du SAOS. C'est bien que de nombreuses assurances aux États-Unis demandent, et aussi dans un but médico-légal, un essai de CPAP avant de considérer d'autres alternatives thérapeutiques beaucoup plus invasives. Mais l'efficacité de ce traitement est limitée par l'observance et nous sommes confrontés à deux problématiques. La première, c'est que nous avons une observance faible, mais la deuxième, c'est que l'effet de la CPAP sur les événements cardiovasculaires qui semble neutre. Alors, dans les années 90-2000, on avait beaucoup vendu l'argument que la CPAP mettait à l'abri des complications cardiovasculaires chez les malades qui avaient des maladies ou terrains cardiovasculaires. Et dernièrement, de plus en plus d'études reviennent pour nous dire non, finalement, la CPAP, elle a un effet neutre, elle n'a aucun effet, et donc on est on reste sur notre faim et on est quelque peu déçus. Et donc, on va essayer de parler de ces deux problématiques qui sont l'observance faible et des effets cardiovasculaires. Alors, l'observance faible, je vous rapporte ce papier de Rothenberg qui date de 2016, où il a fait une revue de la littérature sur 82 papiers, entre 1995 et 2015. Et quelle est la conclusion de cette revue de la littérature sur une vingtaine d'années? C'est que le taux d'adhésion à la PPC reste constamment faible sur 20 ans, de données déclarées malgré les efforts sur l'éducation et le coaching. Donc, alors, en même temps, c'est le tableau qu'on a tiré de cette étude. On s'aperçoit que dans les 5 premières années, il y avait une petite amélioration et un effort sur l'adhérence, et ça grâce aux machines, grâce à l'éducation thérapeutique. Mais après, ça s'est stagné et on est pratiquement à 65% d'adhérence, ce qui est quand même une problématique puisque le faible taux d'adhérence est problématique et appelle à se poser la question sur le concept de la CPAP et le traitement gold standard. Je vous rappelle que l'association, l'ASM, nous dit que c'est le gold standard et quand on voit ces résultats, on se demande est-ce que c'est vraiment le gold standard? Pardon. Donc, on a parlé de l'observance, mais là, on va voir les effets cardiovasculaires. Eh bien, la dernière étude qui est sortie de Isaac, de chez Manuel Sanchez-Latorre, qui date de 2019, qui ne trouve pas d'effet positif de la CPAP sur les événements cardiovasculaires, pas d'effet de CPAP sur la prévention primaire ou secondaire des événements cardiovasculaires, que les patients soient observants ou pas, parce qu'il y a d'autres papiers qui parlent du fait qu'il faudrait que le patient soit observant pour qu'on puisse avoir de l'effet CPAP. Et ce papier-là, il est catégorique, il n'y a pas d'effet de la CPAP, que le malade soit observant ou pas. Donc, c'est une autre déception. Et son papier, c'est celui-là avec pratiquement 628 patients traités par CPAP et 625 qui avaient un traitement médical simple, qui n'étaient pas traités en tout cas par CPAP. Il ne trouve pas de différence entre le groupe traité par CPAP et le groupe ce traitement usuel sur les événements cardiovasculaires primaires ou secondaires. Et quand il compare les groupes de patients qui sont traités par CPAP, non plus, il n'y a pas de différence entre que le malade soit adhérent à son traitement ou pas. Il n'y a pas d'effet
sur l'incidence des événements cardiovasculaires. Donc, je lui ai piqué cette diapo, mais en fait, je lui ai rajouté, en fait, ce que j'ai piqué de chez lui, c'est ça. C'est une diapo qu'il a exposée à la thèse de 2019, où il nous dit que Cercas, Save et Ricazza, trois essais, les 3 essais sont neutres sur la CPAP, elle n'a pas d'effet sur les événements cardiovasculaires. Son effet reste neutre, donc c'est un effet négatif. Et lui-même, dans son étude de 1255 cas, il considère que c'est négatif, c'est neutre. Donc ça, c'est je dirais, c'est le résultat global. Tout à l'heure, je vous en toucherai un mot, mais globalement, quand on voit tous les patients, quand on voit les événements cardiovasculaires, eh bien, on se rend compte que la CPAP ne met pas à l'abri de complications cardiovasculaires, que les événements soient primaires ou secondaires. Et donc, quelle équation a-t-on? L'équation, c'est que nous avons une observance faible, plus un effet neutre de la CPAP sur la prévention cardiovasculaire primaire et secondaire, et la résultante est la CPAP est-elle vraiment le traitement gold standard? Et si je vous en parle, c'est peut-être parce que je vous parle des big data, c'est peut-être parce que je veux vous prouver que les big data vont peut-être nous changer cette donne et vont peut-être inverser cette équation et on va peut-être dire que la CPAP est vraiment le traitement gold standard. On y arrivera. Donc, rien que pour je dirais, vous mettre dans le bain, entre les essais cliniques et big data. Tout ce que je vous ai montré qu'en étude auparavant, c'était des essais cliniques. Il faut comprendre les essais cliniques. Vous avez un nombre total de patients auxquels vous allez retrancher ceux qui ont des comorbidités, donc parce que vous n'allez pas oser les mettre dans un bras qui n'est pas traité, et ceux qui ont une somnolence importante, parce que éthiquement et déontologiquement, vous ne pouvez pas les mettre dans le bras qui n'est pas traité parce qu'ils courent un risque aussi bien pour l'état cardiovasculaire que pour la somnolence. Et donc, on a une population, on retire ces gens-là, et on a une population à étudier. Je vous rappelle que cette population n'est pas tellement somnolente. Or, vous savez que dans notre expérience, les malades qui sont le plus adhérents, les plus observants, c'est ceux justement qui sont somnolents. Mais voilà que les essais cliniques ne veulent pas qu'on les prenne comme malades dans les essais cliniques parce qu'éthiquement, on ne peut pas le faire. Donc, ce qui revient à dire que la population, cette population-là, elle est peu représentative de l'échantillon de malades que nous avons à traiter. Alors que les big data, c'est quoi? Les big data, c'est que nous allons nous adresser à des machines et on ne connaît pas les patients. Les patients, on ne connaît pas leur comorbidité, leur somnolence. On va récupérer les données de traitement de machines. Ces données sont récupérées, elles sont téléchargées chaque jour, ce qui nous donne une énorme masse de données, c'est les big data. Donc, vous avez compris. Ici, je ne vois pas le malade, je ne le connais pas, je ne connais pas son âge, son sexe, son ethnie, je ne connais pas est-ce qu'il a des tares cardiovasculaires ou pas, je ne sais pas s'il est somnolent. Mais je sais que j'ai des machines qui vont me donner une somme de données que je vais pouvoir analyser. En somme, j'ai les datas des patients qui sont traités, qu'ils soient somnolents ou pas, comorbides ou pas. Et donc, encore une fois, j'insiste, les revues de la littérature comprennent généralement de petites études et sont réalisées sur des conditions de surveillance rapprochées qui ne sont pas pratiquées dans la vraie vie. Certaines approches ne sont pas généralisables ou durables dans le temps. Des études randomisées, contrôlées, excluent pour des raisons d'éthique des malades sévères à risque de complications et les malades très somnolents. Les participants sont donc peu représentatifs de l'échantillon de malades que nous avons traités. Des big data nous permettraient d'avoir des résultats robustes parce que c'est justement des big data, c'est d'énormes informations sur le plan nombre, de scruter les tendances sur un grand échantillon de malades et détecter d'éventuels phénotypes et adapter au mieux le traitement. Et nous, comme gens qui s'intéressent au sommeil, nous avons cette opportunité, c'est que le segment de sommeil, c'est le plus connecté. Vous avez vu le traitement de sommeil, dans le monde, il y a 19 millions de machines qui sont installées, et dans le monde, parmi les 19 millions, il y a 11 millions de machines qui sont des dispositifs connectés.
Donc, ce qui représente un coefficient de pénétration de 56%. Je vous laisse le comparer avec les implants cardiaques, qui est quand même quelque chose d'important. Eh bien, 10 millions dans le monde et 2,6 millions à peine connectés, c'est-à-dire la moitié de ce que les spécialistes de sommeil ont pu faire dans le travail. Et puis, le monitorage de glycémie, c'est quand même des dispositifs qui sont connus de longue date. Et nous savons dans le marché 170 millions, ça dépasse largement tous les dispositifs. Eh bien, à peine un demi-million qui sont connectés, ce qui représente 0,4%. En 2017, nous étions 16 millions de patients suivis à distance, représentant une croissance annuelle de 41%. Si on considère simplement une croissance de 31%, nous serons en 2023 83 millions de dispositifs médicaux connectés et télésurveillés. Et le sommeil sans traitement reste le segment le plus connecté, et 67% des dispositifs médicaux connectés sont en rapport avec les traitements du sommeil. Donc, je suis en train de vous dire la santé le mieux connecté, et donc c'est celui qui va nous donner les big data qui vont être exploités. Alors, maintenant, je vais parler de régler, essayer de voir est-ce que les big data vont me régler mon problème d'observance et des effets cardiovasculaires. Nous savons que l'observance, elle est diminuée parce que nous avons des effets secondaires, du masque principalement, ou parce qu'il y a un défaut de motivation du patient. Le patient qui va se mettre avec une machine, que le prestataire va voir 2 ou 3 fois par an, ce n'est pas tellement suffisant. L'émergence d'un sas central, ce qui est quelque chose qui est connu et le mode de pression. Le mode de pression, est-ce que c'est une pression, les CPAP autopilotés et CPAP continu? Je vous en dirai un peu. Mais d'abord, je vais commencer par les effets secondaires, c'est-à-dire tout ce qui est masque, parce que c'est l'interface entre le malade et la machine. Et donc, nous avons sécheresse buccale, sécheresse du nez, nous avons des espèces de nécrose sur le nez, nous avons des espèces de harnais qui sont tirés et qui sont tiraillés et donc qui perdent leur élasticité. Nous avons des bulles qui sont complètement déchirées qu'il faudrait remplacer. Donc, tous ces éléments-là vont expliquer que le malade va avoir peut-être beaucoup de pression, moins de pression, beaucoup de fuite, moins de fuite, des irritations. Et ces irritations-là vont, je dirais, diminuer son observance parce qu'ils l'embêtent la nuit. Et donc, est-ce que les big data vont nous rapporter des choses? Eh bien, on va voir avec les effets secondaires. J'ai ce papier de Benchafeld. En fait, c'est un poster. C'était à San Diego en 2018 qu'il a posté. J'ai simplement l'abstract, je n'ai pas l'étude, mais j'ai le poster qui nous dit que les malades qui ont été réapprovisionnés, c'est-à-dire c'est des malades qui étaient sur AirView, c'est une plateforme qui permet de télécharger les machines dans une espèce de cloud et le AirView va exploiter les résultats machines. Et donc, quand on voit des fuites ou des malades qui sont peu coopérants ou peu observants, on va les voir, ils vont changer rapidement leur masque et on va les réapprovisionner en masque, en bulle, en harnais pour justement qu'ils ne se laissent pas du traitement, qu'ils ne soient pas embêtés par les suffisants. Et donc, nous avons pratiquement 77%. À partir du moment où on joue sur ça, on télésurveille ces patients, nous avons pratiquement 77% d'adhérence et d'observance plus de 4 heures par rapport aux sujets contrôle qui sont de 59%. Vous avez vu la revue de la littérature que je vous ai montré tout à l'heure, Rotenberg, qui disait qu'on avait 65% d'observance. On est pratiquement dans ces chiffres pour le contrôle. Mais à partir du moment où on s'intéresse aux masques de façon régulière, parce que c'est des données qui sont téléchargées chaque jour, et le prestataire, sans se déplacer chez le patient, il rectifie rapidement le tir. Il ne laisse pas passer 3 mois ou 6 mois et puis il va voir le malade lire sa carte SD. Il n'a plus besoin de lire sa carte SD. Toutes les informations sont téléchargées chaque jour. Et le malade, justement, pour ne pas perdre le prestataire, pour ne pas perdre son malade, il va rectifier le tir tout de suite. Donc, on s'aperçoit qu'à partir du moment où le patient il est réapprovisionné en masque, en bulle, en tout ce qui est consommable de masque, il est plus coopérant. Et alors, ça, c'est ce que j'ai lu dans l'abstract.
Eux, ils parlent ici de probabilité de survie. En fait, ils parlent de temps d'interruption. Le temps d'interruption à un an, il est de 11%, c'est les gens qui sont suivis et réapprovisionnés en consommables masques, et 26% de gens qui sont contrôlés. C'est pratiquement deux fois et demi. Le fait de suivre le malade sur le plan de ses fuites et rapidement et réagir rapidement nous permet quand même d'avoir 2 fois et demi moins d'arrêt de traitement. Donc ça, si on concerne le masque, à partir du moment où les big data et la télésurveillance vont pouvoir les réapprovisionnements vont pouvoir nous régler le problème des effets secondaires, et on va voir pratiquement 76% d'observance. C'est bien ça, hein, 77% d'observance. Si je passe au défaut de motivation, c'est un malade que vous allez chez qui et ça on le rencontre quand nous médecins on propose aux malades la CPAP. Mais quoi, la CPAP, le masque, je vais le prendre combien de temps? Ça ne m'enchante pas tellement. Le malade il part avec un a priori. Psychologiquement, il est déjà dans le déni ou dans le non vouloir. Et après, quand il va avoir le prestataire, il va voir les masques, il va s'embêter avec la première et deuxième semaine. Donc, et le prestataire va le voir dans 1 mois ou dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc, il y a des risques de perdre ce malade. Alors, encore une fois, on va s'adresser à la télésurveillance et Big Data. Et entre octobre, alors là, c'est une étude qui date de 2019. C'est une étude sur un suivi de 3 mois, du 1 octobre 2014 au 31 octobre 2017. Nombre de patients, 2 620 000 patients. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais faites une étude à 2 600 000 patients, vous allez voir que vous allez y passer 10 années et vous allez perdre beaucoup de millions de dollars. Alors que là, vous pouvez avoir ça en 1 jour. Les datas sont téléchargées chaque jour et vous pouvez faire le travail sur 3 mois parce que vous recevez les datas chaque jour sur 3 mois. Les seules choses, c'est qu'on excluait les gens, 23% étaient exclus parce qu'il y avait moins de 18 ans et qu'il y avait une observance de moins d'1 heure dans les 3 mois et la data était invalide ou plus d'un mode de traitement, c'est-à-dire il était en BiPAP, en CPAP, il est passé peut-être en air curve. Donc, en tout cas, il a changé de mode de pression et donc il est exclu. Suivi 3 mois, évaluation des données anonymisées d'une grande base de données cloud des utilisateurs CPAP, c'est AirView, bien sûr. Les données machines sont téléchargées chaque jour, 1 heure après le réveil et arrêt de machine. Le relevé machine va nous permettre de voir l'observance, les fuites, l'IH résiduel, les apnées centrales, la pression au 95e percentile. Eh bien, sur les 2 millions de malades qui ont été suivis, moins les 24% dont je vous ai parlé, vous avez quand même un degré de compliance de 80%. Je vous rappelle, Rothenberg, c'était 65%, et l'autre étude, c'était 59%. Nous sommes à 80% d'adhérence à la CPAP, plus de 4 heures d'observance, ce qui est énorme. Et ça, c'est parce que le malade, à partir du moment où on télécharge les données tous les jours, le prestataire réagit rapidement aussi tous les jours. Il va téléphoner à son patient, lui dire attention, vous avez eu beaucoup de fuites, j'ai remarqué ça sur votre machine. Attention, vous avez enlevé le masque plusieurs fois. Faites attention, peut-être que. Enfin, il va noter des choses. Vous n'avez pas mis votre machine pendant le week-end. Donc, le malade, il est surveillé, télésurveillé. Et le prestataire peut le contacter plusieurs fois par semaine. Alors qu'en temps normal, il ne peut pas. En temps normal, il le voit, il lui envoie son technicien 2 fois par an. Donc, ce n'est pas suffisant. Que là, vous avez une télésurveillance chaque jour, ce qui change la donne de façon importante. Et donc, nous avons un degré de compliance de 80%, mais aussi une observance de 5h30, ce qui est énorme. En conclusion, de cette étude sur le court terme, la grande taille de l'échantillon suggère que les résultats sont quand même robustes. Quand vous avez 2 millions de malades que vous suivez sur des AirView, vous êtes sûr, quand vous sortez un résultat, vous êtes sûr de ce résultat. Mais de rigoureux essais randomisés contrôlés sont nécessaires
avant des recommandations cliniques solides. Une deuxième étude, celle-là, elle vous prend les deux. Tout à l'heure, on avait parlé de machines qui avaient envoyé ces datas une heure après le réveil, les envoyer vers le cloud, la plateforme AirView qui va analyser les résultats, et le médecin prestataire va voir les résultats. Le prestataire peut même changer les pressions, augmenter, baisser, il peut faire des choses, rajouter dans le degré d'humidification. Le prestataire peut aussi faire des choses à partir de façon, alors qu'il est dans ses bureaux et pas avec le malade. Que là, cette étude, elle a associé des gens qui avaient l'AirView seul à des gens qui avaient l'AirView et MyAir. MyAir, c'est quoi? C'est que la machine, elle envoie des données au cloud et MyAir récupère ces données cloud et c'est le patient qui va le recevoir. C'est pas le côté prestat médecin, c'est le côté patient. Il va le recevoir sur son iPhone ou sur son smartphone et même par mail. Et donc, on va lui dire, tiens, aujourd'hui, vous avez eu des fuites, vous avez mis 5 heures de machine, vous êtes pratiquement à 60% de performance. Essayez de faire demain 70%. Donc, le malade, chaque matin, il va se réveiller, il va regarder son téléphone et voir, tiens, aujourd'hui, j'ai fait mieux qu'hier. Et en plus, il reçoit des mails qui vont lui expliquer, aujourd'hui, vous avez eu des fuites, faites attention au masque. Donc, on va lui expliquer comment se comporter. Eh bien, cette étude, elle s'est faite sur 128 000 patients. Vous vous rendez compte, toujours des chiffres énormes qu'on ne peut pas avoir dans les essais cliniques. AirView, vous avez 85 000 et AirView plus MyAir, 42 000 patients. Eh bien, quand on compare les deux populations, on voit que les malades qui sont sous AirView et MyAir, ils sont beaucoup plus coachés. Ils sont beaucoup plus télésurveillés. C'est eux-mêmes qui sont, c'est pourquoi on appelle engagement. C'est le malade lui-même qui s'engage à regarder son smartphone et son boîte mail chaque jour. Et donc, on voit qu'il a une degré d'observance de 87% par rapport à ceux qui sont télésurveillés par le prestataire, mais qui sont à 70%. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait auparavant, mais ça reste moins que MyAir. Donc, avec MyAir et AirView, je suis à 5,9 heures d'observance. Avec AirView seul, je suis à 4,9% d'observance. Et la conclusion, c'est que les dispositifs connectés, qu'on ait un seul dispositif ou deux, les dispositifs connectés et le coaching personnalisé améliorent l'observance au traitement. Et encore une fois, on part sur une grosse masse de données sur 128 000, 130 000 patients. Donc, les résultats que vous avez, c'est quand même des résultats qui sont robustes, mais vous avez quand même besoin de les confirmer par des études cliniques. Donc, on a vu que le défaut de motivation, en fait, on peut le régler par le télésuivi des dispositifs connectés et ça augmente l'observance. L'émergence d'instances centrales, c'est quelque chose qu'on rencontre dans notre pratique. Et donc, je vais vous parler c'est une étude de 2017 qui parle des trajectoires de l'apnée centrale. Les études rapportent, dans les essais cliniques, encore une fois, des études rapportent une prévalence de SAS centrale émergent de 0,5 à 20%. On ne sait pas, mais entre 0,5 et 20%, ça dépend de la démographie, du baby, du sexe, de l'âge et autres. L'échantillon de ces études, comme vous le savez, est petit. Vous avez le SAS émergent, mais vous avez aussi le SAS persistant et le SAS qui va être transitoire. Le timing et l'absence de rapport régulier de machine peut en influencer la prévalence. Si j'interviens, et je vais vous montrer qu'à J15, on commence à avoir l'émergence du syndrome d'apnée de sommeil émergent, si j'interviens à J5, peut-être que je ne l'aurai pas. Donc, le timing est aussi important. Il serait important d'identifier les SAS CPAP qui vont développer les SAS émergents parce qu'en les traitant à temps, on augmente leur observance. Les auteurs ont utilisé dans cette étude des big data pour déterminer les trajectoires des SAS émergents. Et ça, vous ne pouvez, il n'y a que les big data qui peuvent le résoudre, pas les petites études de 30 ou 40 malades. Intérêt des big data dans la découverte de certaines pathologies qui peuvent passer inaperçues dans les petites études. Donc, c'est la trajectoire c'est l'étude, c'est le résumé de l'étude. Le nombre, on avait 133 000 patients, télémonothérapie toujours par AirView,
inclusion quand la CPAP dépassait un jour et 1 heure au cours des semaines 1 et semaine 13. Les apnées centrales résiduelles, on parlait d'apnée centrale résiduelle quand l'IAC était supérieur à 5 sur une semaine de suivi. Et encore une fois, des mesures répétées chaque jour qui permettent de détecter ces choses. Alors, je vous rapporte là le diagramme qui a été fait dans cette étude. Vous avez les syndromes d'apnée du sommeil obstructif qui sont là, qui sont traités, bien traités, puisqu'ils sont moins de 5 événements par heure. Avec les apnées obstructives, ici, qui représentent 96%, elles étaient là, et le reste, 3,5%, représente tout ce beau monde-là. Et on se rend compte que dès le départ, vous pouvez avoir des apnées qui vont rester, qui sont persistantes. Mais dès le départ aussi, vous pouvez avoir des apnées qui vont disparaître. C'est les apnées transitoires. Et encore dès le départ, vous pouvez ne pas avoir d'apnée et qui vont apparaître au fur et à mesure. C'est les apnées émergentes. Donc, le SAS émergent, c'est celui-là. C'est quand vous n'avez pas de SAS avant, moins de 5 événements par heure, et qu'au bout des 90 jours, vous êtes arrivé à plus de 5 événements par heure centraux. Le SAS transitoire, vous aviez plus de 5 apnées centrales par heure, et ça a diminué au fur, donc ça a disparu. Le SAS persistant, c'est que vous étiez haut, vous êtes resté haut, plus de 5 événements centraux, et vous êtes resté plus de 5 événements centraux. Donc, on voit, les big data nous permettent quand même de dire, tiens, c'est comme ça que se comportent mes apnées centrales. On ne le savait pas. Aujourd'hui, on peut le savoir que nous avons de véritables trajectoires d'apnée centrale. Et ça, là, c'était les critères américains, on parlait d'index apnée centrale. Les critères européens parlent d'apnée d'IH, d'apnée hypopnée centrale supérieure à 15. Il se trouve que les chiffres sont plus importants, mais on se retrouve avec les mêmes proportions, sauf que peut-être dans l'IH centrale supérieure à 15, on est 1,2 par 1,2%, et quand vous considérez que l'apnée centrale, on est à 3,5% de prévalence dans le SAS. Mais grosso modo, ce qui nous intéresse le plus, c'est les apnées émergentes et les apnées transitoires. C'est ça qui nous intéresse. Mais les apnées émergentes et les apnées persistantes. Les transitoires, elles vont disparaître. Mais il faut les connaître. Elles sont là au départ. Et c'est parce qu'elles sont là au départ que je me dis, je continue mon traitement par CPAP, parce qu'il se peut que cette apnée soit transitoire et qu'elle va disparaître. Donc, ce qui va nous poser un problème finalement, c'est ça, la persistante et l'émergente. Et ça, il faudrait que je trouve une solution. Donc, résultat, quelquefois, se utiliser en solution. Alors, pourquoi chercher le SAS central? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où j'ai un SAS émergent, j'ai 2 fois plus de risques d'arrêt de CPAP par rapport aux autres, parce que le malade va s'en sentir pas traité et va laisser tomber sa machine. Et donc, ça se contredit sur le manque d'observance. Donc, intérêt, encore une fois, des mesures répétées. Et je vous rappelle, scruter entre J15 et J10 et J20. C'est à J15 où nous avons l'émergence du SAS émergent et la disparition du SAS transitoire. Toutes les formes d'apnée centrale impactent le traitement par PC et réduisant l'observance et augmentant le risque de traitement. Donc, toutes les apnées centrales, on doit vraiment les scruter, les surveiller. Et grâce aux télésurveilles de chaque jour, on peut avoir ce retour rapidement, on peut rectifier le traitement rapidement pour ne pas perdre. Il y a toujours le retour de sang. Cette étude, une autre étude dans le SAS central de Jean-Louis. Et cette étude, en fait, il y a un total de 98 000 patients. Vous imaginez pratiquement 200 000 patients. Donc, on ne parle toujours que de voir des trajectoires pour 3 groupes. La PPC seule, 189 000 patients. Les malades traités pour un syndrome d'apnée centrale dès le départ,
l'ASV a servi 8957 patients et des malades qui ont switché de la PPC à l'ASV qui sont 209 patients. Donc, ces malades-là, c'est ces malades qui nous intéressent parce qu'il ne faut pas qu'on les laisse parce que sinon ils vont disparaître. Ils vont lâcher la CPAP, ils vont partir et on va les perdre. Et là, il faut vraiment les surveiller. Et quand on les surveille, on voit que l'IH moyen, à partir du moment où je converge, alors le mode pression, maintenant on a vu l'espace central et le mode pression. Le mode pression, c'est quelque chose qui nous parle à nous parce qu'on passe notre temps à passer du mode autopiloté au mode continu. Des fois, on est sur l'autopiloté, après on passe au mode continu parce que le malade ne supporte pas. Des fois, on est et donc, j'ai essayé de trouver dans ce sens-là, mais je n'ai pas trouvé grand-chose, si bien que je me suis rabattu vers longue curve. Alors, c'est quoi? C'est le fait que cette étude-là, qui nous dit que la mauvaise adhérence est due aussi au mode de traitement par pression APAP, IPAP et double niveau de pression, et que l'hypothèse, on peut améliorer l'observance en convertissant les patients SAOS non observants du mode IPAP ou APAP et mode IPAP, autopiloté ajustable à deux niveaux de pression. Les big data et systèmes de RView, encore une fois, vont nous aider, on va les exploiter. C'est une étude rétrospective de patients sous IPAP, APAP qui ont suivi le nombre de patients 1496 non observants identifiés de l'échantillon de 1,3 million. Voyez, donc 1,3 million, on en récupère simplement 1496, mais l'échantillon de départ, c'était 1 300 000, et ça, il n'y a que les big data qui peuvent nous le donner. Et dans cet échantillon, nous avons 30% de CPAP, 62% d'APAP, et 7,7% qui étaient APAP et qui sont passés à CPAP. CPAP, c'est la pression positive continue. L'APAP, c'est la pression autopilotée. Et du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016. Et qu'est-ce que nous apprenons? Les 1496 patients qui étaient en difficulté de traitement, qui ne répondaient pas bien au traitement, qui se plaignaient de pression, quand on change le mode de pression par l'air curve, ils passent, on en récupère 57%, 853 patients. Ils deviennent complètement coopérants, complètement adaptés. Et avec une observance ici qui était de 3h85 et qui là devient 4h75. Limite de cette étude, c'est que les essais non randomisés, c'est un essai non randomisé. La population switchée, elle est différente de la population non switchée. Est-ce qu'elles sont différentes ou c'est la même population? Ça, on ne peut pas le savoir puisque nous n'avons que des données machines. D'autres facteurs intercurrents qui ont aidé. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont aidé à une meilleure adhérence? Peut-être, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a quand même 57% de patients qui sont passés directement vers l'autre côté. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un mode de pression qui a joué. L'inconnu de taille, c'est qu'on ne connaît pas les patients, l'âge, le sexe, le poids. Et ça, c'est vrai parce qu'on est en train de traiter des données de machines et pas de données malades. Donc, finalement, ma problématique d'observance faible, les big data ont pu me détecter un certain nombre de choses parce que j'ai fait du télésuivi rapidement. Le télésuivi des big data me donne une meilleure observance et une meilleure compliance que celle rencontrée dans les essais cliniques. D'accord. Maintenant, j'ai les effets cardiovasculaires que je dois traiter rapidement. Je vous rapporte ce tableau, cette diapo que je vous ai déjà montré tout à l'heure, et vous dire que c'est Isaac qui en parle, et c'est l'étude Isaac en dernier. Mais les trois études-là, CERCA, SAVE et RICATSA, et surtout celle-là, 2717 patients, les trois études, en fait, ne disaient pas que l'effet était neutre. Elles disaient que l'effet était neutre quand on prenait les résultats de façon globale, mais quand on séparait les patients observants des non-observants, par exemple CERCAS, l'analyse post-hoc réduction de l'incidence de l'hypertension artérielle et des événements cardiovasculaires chez les patients observant plus de 4 heures. Donc,
les gens plus observants avaient quand même un effet positif de la CPAP. L'étude SAVE montrait une amélioration significative de la qualité de vie, plus bénéfice potentiel sur la AVC, événements cardiovasculaires chez les patients avec observance supérieure à 4 heures. Donc, aussi, l'observance supérieure à 4 heures est bénéfique pour ces patients. ERICATSA, réduction de l'incidence d'hypertension artérielle et des événements cardiovasculaires chez les patients observant plus de 4 heures. Donc, c'est vrai que si on va à l'étude de façon globale, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet. Mais quand on sépare les deux populations, ceux qui ont plus de 4 heures et ceux qui ne sont pas observant moins de 4 heures, eh bien, ceux qui ont plus de 4 heures, ils sont quand même observants. Ils tirent bénéfice de la CPAP sur les événements cardiovasculaires, qu'ils soient primaires ou secondaires, sauf la dernière étude d'Isaac de 2019 qui ne trouve pas ce résultat. Donc, les effets cardiovasculaires, ils sont la prévention cardiovasculaire primaire et secondaire, elle est améliorée par les CPAP quand les malades sont observants. Et moi, avec les big data, que nous avons pu améliorer les effets qu'on avait déjà, nous avons pu améliorer l'observance. Si on observe l'observance, peut-être qu'on améliorera aussi les préventions cardiovasculaires primaires et secondaires, et c'est quelque chose qu'il faudrait bien sûr confirmer par les essais cliniques. Donc, notre équation de départ, elle se trouve inversée. C'est-à-dire que j'ai une meilleure observance avec les big data. Deuxièmement, j'ai un effet positif de la CPAP sur la prévention cardiovasculaire primaire et secondaire chez les gens qui sont observants, bien sûr. J'ai oublié le plus de 4 heures, si bien que la CPAP est le traitement au gold standard du South. Et donc, j'ai répondu à la question, est-ce que les big data vont pouvoir changer la donne? Eh bien, les big data, oui, ils ont changé la donne parce que je suis mieux mes patients, parce que j'ai beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Comme un prestataire ne va pas voir son malade 3 fois par an, il va le voir pratiquement sur l'ordinateur tous les jours. Et donc, c'est pourquoi que j'ai des résultats qui sont intéressants. Alors, est-ce que les big data, on oublie les essais cliniques et on ne met que les big data? Ben non, parce que les big data s'adressent à de larges populations de patients afin d'explorer des questions cliniques qui ne peuvent se faire dans des essais cliniques de petites populations. Les big data détectent des tendances indétectables dans les essais effectifs, dans les essais de petits effectifs, et le problème des facteurs confondants, des incertitudes, ça oui, on l'a dans les big data parce que nous ne connaissons pas les malades, nous n'avons que des données machines que nous traitons. Par contre, les essais cliniques permettent un environnement très contrôlé pour tester les hypothèses et réduire les biais d'analyse, orientés vers une population ciblée de patients. Ils sont orientés vers une population ciblée de patients et les essais randomisés contrôlés sélectionnent une population qui n'est pas la population que nous avons traitée tous les jours. Donc, ce qui est quand même quelque de taille. Donc, les big data et les essais cliniques, ils sont faits pour être complémentaires. Les big data vont nous donner des tendances et les essais cliniques vont nous les confirmer. Et je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami Mohamed, de cette excellente présentation. Et j'ai particulièrement aimé pour une raison, c'est qu'on a un bel exemple ici. Tu as fait une belle démonstration de la collaboration qui doit exister entre cliniciens et, dans ce cas-ci, probablement statistiques et analyse de big data. C'est-à-dire que la clinique a posé un problème et le big data a été capable de trouver la solution. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions? Nous sommes à peu près 40 en liste. S'il vous plaît, si vous avez des questions à poser, vous mettez votre micro à on et vous posez la question. Peut-être, Étienne, est-ce que tu aurais une question? Je n'ai pas vraiment de questions pour l'instant. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Non, d'abord pour remercier Mohamed pour son exposé qui est très clair. Je dois dire que après t'avoir entendu, pour moi c'est beaucoup plus clair la frontière entre les big data et les essais cliniques. J'avais pas une vue aussi claire que ça pour tout à l'heure. Je suis ravi. Parce que
Tu as bien montré la continuité, on sait que c'est différent, et tu as bien montré la continuité, la nécessité de l'un et de l'autre. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Voilà le petit commentaire que je voulais faire. Vas-y, Zouer. Merci, cher ami, de ton excellente conférence. Je voudrais te poser une question par rapport à la diversité des appareils de sommeil ou de VNI et des logiciels qui sont propres à chaque appareil. Est-ce que cette diversité serait un frein au développement des big data dans le recueil des données des patients? Et quelle approche éthique dans l'exploitation de ces données des patients qui peuvent appartenir à différents pays? C'est-à-dire que les big data jusqu'à maintenant dans le domaine du sommeil, dans le segment du sommeil et le traitement, c'est AirView. C'est AirView qui peut le récupérer. Et même entre nous, l'étude, si tu veux, l'exploitation des résultats, même en France, c'est pas possible. C'est possible pour Pépin, c'est possible parce qu'il travaille avec des gens aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est possible. C'est possible d'extraire, à partir du moment où tu as l'accord du patient et du prestataire, c'est possible d'extraire les données et de pouvoir les exploiter et sortir des choses comme ça. En France, c'est pas encore possible. Donc, même avec toutes les machines qui sont sur le territoire français, tu ne peux pas utiliser les big data tels qu'on les a utilisés ici aux États-Unis. Donc, le vrai, et ça, c'est toujours la même histoire. C'est la donnée des protections de données de santé. C'est la législation qui ne permet pas. Aux États-Unis, c'est possible, en France, non. Donc, au Maroc, nous sommes encore au balbutiement, c'est-à-dire que nous n'avons pas de gros. Nous avons les F10 que les malades aiment bien, mais la télésurveillance reste problématique parce que le coût reste quand même cher. C'est-à-dire que si tu prends la F10, le prestataire achète la S10 et qu'il souscrit à une télésurveillance, ça lui coûte cher. Donc, ce qui fait qu'en fait, il ne fait pas de télésurveillance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on discute avec les Weimann aussi, ils sont en train de faire la même chose. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on discute à l'échelle marocaine parce que tu n'as pas le nombre de machines que tu as en France ou aux États-Unis. Tu as un nombre de machines restreint. Il faudrait que tu le discutes et discuter l'apport minimal que peut apporter un prestataire pour que son malade puisse être télésuivi. Le serveur n'est pas au Maroc, mais disons que si on me confirme que mes données sont hébergées dans un hébergeur dédié données de santé, je dirais, ce serait pas l'idéal, mais disons que ce serait déjà ça. Déjà ça, avoir déjà un hébergeur, mais qui est dédié aux données de santé, que je peux exploiter parce que je veux télésuivre mes malades, pourquoi pas? Effectivement, et c'est ma question. Comment s'assurer que ces données-là sont des données qui sont sécurisées, un? Deuxièmement, comment s'assurer? Est-ce que toi, comme médecin qui suit le patient A, es-tu capable, dans ces données-là, d'aller extraire ton patient, puis éventuellement de faire une intervention dessus? Oui. Alors, on peut extraire les données de façon épisodique, c'est-à-dire que je peux rentrer dans AirView et rentrer les données machine et extraire les données là tout de suite. Mais je ne peux pas laisser la machine connectée et qu'elle me défile l'observance de tous les jours, Tu vois? Donc c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir des données qui arrivent tous les jours. Et pour avoir ces données qui arrivent tous les jours, il faudrait que le prestataire paye. Or, le prestataire dit, moi, ça me coûte trop cher pour le peu de machines que j'ai. Je comprends. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres questions? Vous avez juste à désactiver votre micro et à poser la question. Zouar, vas-y. Mis à part la consultation des données patients à distance, qui représente actuellement l'utilisation la plus importante des big data, est-ce qu'on a la possibilité à distance de rentrer dans les machines des patients pour pouvoir
modifier les paramètres, adapter les paramètres de la machine par rapport à la situation clinique de chaque patient. Est-ce que cela est possible actuellement ou on se contente rien que par l'exploitation des données? Écoute, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, alors, à part les extractions qu'on peut faire de temps en temps du télésuivi, mais qui sont momentanées et ne sont pas, comme je t'ai expliqué, la machine ne reste pas connectée. Tu rentres et tu te connectes parce que sinon, tu ne peux pas. À part ça, tu as les prestataires enfin, ceux avec qui je travaille, J1, J3, J1, J3 et J10. Les machines sont lues et un oxymètre est mis. Et parce que le prestataire se fait payer chaque mois, eh ben, pour lui, c'est l'argument qu'il va présenter à son malade pour lui dire je récupère votre machine, je la lis. Donc, quand il récupère la machine, il récupère en même temps son chèque. Donc, ça nous permet d'avoir des suivis pratiquement, de voir le malade 1 mois à 3 mois. Pas plus de 3 mois parce que quand il dépasse les 3 mois, le malade rechigne à payer sa location et le prestataire se trouve dans des difficultés. Donc, généralement, ça marche très bien J1, J3 et J10 avec une oxymétrie J10. Après, le premier mois, le deuxième mois, et généralement, le patient, à partir du moment où ils payent de leur poche, ils font vite le calcul, ils ont tendance à basculer rapidement vers l'achat. Donc, passé 2-3 mois, ils vont soit continuer parce qu'ils ont une assurance étrangère ou parce qu'ils ont une assurance qui paye, ou alors acheter tout de suite leur machine. Et quand ils achètent la machine, ben, on les perd de vue parce que la machine devient leur propriété, donc on ne voit que quand il y a un problème. OK, je crois que nous avons le professeur Ali Kabaye qui voudrait poser une question d'après mon écran. Allez-y, professeur. Bon, je sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend. Écoute, en attendant, moi j'avais une question à poser, si le temps Étienne. Ali Kabaye. Ça concerne l'observance précisément. Dans l'observance, il y a probablement 2 choses. Il y a d'une part la volonté du patient de suivre son traitement, et puis il y a aussi les conditions de prise en charge financière de la CIPAP. Tu viens de dire que on propose aux gens d'acheter leur machine, etc., etc. Si on ne paie pas, on a plutôt tendance à... Chacun sait que quand c'est gratuit, l'observance n'est pas meilleure. Hein, Oui. Alors, pour le Maroc, est-ce que vous avez une idée précisément de l'observance? Écoute, pour le Maroc, c'est difficile de donner une idée. On l'a dans les 3 premiers mois. Dans les 3 premiers mois, quand les malades sont suivis, on a une observance de pratiquement 5 heures, 6 heures, ce qui est un très bon score. Nous avons, je pense que, encore une fois, à partir du moment où après les 3 mois, les malades veulent acheter leur machine, on perd un petit le fil et on ne sait pas. Mais grosso modo, dans les 3 premiers mois, nous avons quand même c'est toujours la même chose. C'est-à-dire le malade qui va venir payer de sa poche pour faire une polygraphie, une polysonographie, à partir du moment où il a un diagnostic, il va s'accrocher à son diagnostic, il va essayer de mettre... Et quand il a loué la machine, il va essayer parce qu'il a investi dans la chose. Et donc, il va essayer de mettre sa machine et être le plus observant possible. Mais on sait qu'à partir du moment où on les perd de vue parce qu'il a acheté sa machine, à ce moment-là, on ne sait plus, on ne peut plus dire quoi que ce soit. Ok. Oui, par AirView, oui. Par AirView, c'est parfaitement possible. Sauf que, comme je t'ai dit, le frein chez nous, c'est qu'il faudrait qu'on ait des... D'ailleurs, Sabrina de chez vous, c'est elle qui s'occupe maintenant du Maroc. Donc, il y a plusieurs jours, en fait, juste avant le confinement, j'avais demandé de vraiment trouver une solution avec les différents prestataires que nous avons, parce qu'il nous manque cette histoire de télésuivi, ça nous manque beaucoup. On ne peut pas dire que je fais du télésuivi quand je me connecte en 1 seconde et que je me déconnecte. C'est pas sérieux.
Autre question, autre commentaire parmi les quelques dizaines de personnes? Bonjour. Oui, allez-y, madame, allez-y. Bonjour, merci beaucoup, Dr Ibrahimi, pour votre excellente présentation. Comme vous l'avez très bien dit, que les big data représentent un échantillonnage de grande taille grâce à la télésurveillance. Dans ce problème, surtout de la télésurveillance, je vais parler surtout du Maroc. À un certain moment, quand on diagnostique un syndrome d'apnée de sommeil, on met le patient surtout sur la machine S10. C'est les seuls, je pense, au Maroc, on peut modifier les paramètres à distance. Mais le problème, une fois le patient achète son appareil, on a le droit seulement à 1 mois de télésurveillance. Est-ce que c'est, selon votre expérience, est-ce que c'est une option à part que le patient doit demander auprès du prestataire ou comment faire? Parce que durant 1 mois, on est à l'aise, on voit comment le patient a passé la nuit, on peut modifier les réglages à distance. Parfois, le fait d'être au Maroc, pouvoir modifier le réglage d'un patient à l'étranger, vraiment, c'est extraordinaire. On améliore l'observance. Mais après cette période 1 mois, est-ce que cette télésurveillance est une option à part ou on doit juste demander au prestataire? Merci. Merci, Firdaus. Le 1 mois, en fait, même dans le 1 mois, tu n'as pas l'accès tous les jours et la télésurveillance tous les jours. Tu n'as pas les éléments, c'est-à-dire que ta machine ne va pas à chaque fois t'envoyer le télésuivi de la nuit d'avant. Tu l'as pas. Il faut que tu te connectes et dès que tu t'es connecté, tu te déconnectes. Mais c'est quelque chose qui doit être supporté par le prestataire. Mais le prestataire trouve que c'est trop cher. Donc, on est en train de voir avec la représentante de Resmed, puisque c'est les seules machines qui sont télésurveillées chez nous, la représentante de Resmed qui se trouve maintenant en Tunisie, qu'elle puisse nous trouver quelque chose qui puisse arranger le prestataire et qui nous arrange nous, médecins, qu'on puisse avoir des data qui arrivent chaque jour et qu'on puisse les rectifier, contacter le malade, lui dire attention, alors changer les modes de traitement bien sûr. Donc c'est quelque chose qui doit être supporté par le prestataire et pas par le malade. Mais encore une fois, que quand le malade achète sa machine, là il faudra trouver aussi une solution. Quand le malade achète sa machine, est-ce que c'est le prestataire qui doit subir les frais toute sa vie ou trouver une solution avec le client? Je pense qu'à partir du moment où le malade achète sa machine, c'est un autre contrat qui doit être conclu entre le malade et son prestataire. Autre question, autre commentaire? Ben, je vois personne sur mon écran. Ben écoutez, il est 11h10, 11h10 au Québec, donc ça veut dire il est quelle heure chez vous, Mohamed? C'est plus 5, hein? Il est 16h10 chez nous. OK, d'accord, donc c'est plus 5, c'est plus 4. Donc écoutez, je voulais remercier notre ami Mohamed pour cette excellente présentation et il a bien réussi à connecter, à montrer comment Big Data, recherche clinique, patient, médecin et recherche derrière, parce qu'il ne l'a pas mentionné, mais pour analyser ces big data-là, etc., il y a des statisticiens, il y a des gens qui travaillent en arrière de ça. Et donc, il a bien montré la connexion entre tout ça. Donc, merci beaucoup. Et j'ai une question à te demander, cher ami. Est-ce que tu acceptes que Zouair mette la conférence sur le site de l'EFP? Et je pense aussi qu'elle va être sur le site de l'AUF. N'est-ce pas, Étienne? Je ne me trompe pas, là, hein? Exactement. Bien sûr, avec grand plaisir. Sauf, Zouair, les annexes, tu enlèves parce que les annexes, je les avais prévues au cas où il y aurait des questions sur des études. Donc, enlève. Tu as le diaporama, je t'envoie. Oh, la vidéo, oui, bien sûr. C'est sans problème. Bon, mais merci beaucoup. Aussi, exactement, sur le site de l'AUF, Mohamed, ça va être mis sur le site. Ben, écoutez, un grand merci et mes amitiés à tous mes amis du Maroc. Et à tous mes amis de la Tunisie aussi, parce que je vois Zouair à droite. Oui. Et donc, à la prochaine. Étienne, vas-y. Oui, Yves, je voulais simplement rajouter 2 choses. La première, c'est que j'ai toute la liste des participants. Il y a 45-50 personnes à peu près. Oui, il y en a qui sont venues, qui sont repartis.
il y a beaucoup de noms que je ne connais pas, enfin en tout cas qui ne sont pas dans le listing des conférences habituelles. Ça veut Oui, dire que effectivement, moi Mohamed aussi, a je dû vois faire ça. le battage de manière à... enfin, il a réussi à mobiliser un certain nombre de personnes. Donc les personnes qui sont là, qui se sont connectées, s'il vous plaît, veuillez envoyer votre adresse mail à Yves ou à moi de manière à ce qu'on vous rajoute dans notre listing habituel. Tout à fait. Et donc, Voilà. vous serez cordialement invité à la prochaine visio. Oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, Étienne, est-ce qu'on a une prochaine visio? Attends un petit peu, je Alors, regarde. justement, ça c'était le deuxième point. Ben, la prochaine visio, c'est la semaine prochaine. Exact. Une visio qu'on organise avec la SPLF, le FP et l'AUF, qui va porter sur les signes cliniques du Covid, enfin après la phase aiguë. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un problème de pneumologie. Un malade a fait un épisode aigu. Vous le retrouvez dans votre cabinet, dans votre bureau de consultation, et qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut prendre le problème. Voilà. Exact. Et c'est le professeur Bruno Crestani Oui. de Paris qui va faire la visioconférence. Et tous ceux qui sont là et plein d'autres aussi vont recevoir le lien de connexion. Oui, tout à fait. Mais n'oubliez pas merci d'envoyer votre lien pour votre adresse mail pour qu'on vous rajoute à la liste. Exactement. Merci beaucoup, Mohamed. C'était très bien. Bravo. C'était génial. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, Zouer, et merci pour ta collaboration, Zouer.